Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café, votre épisode complémentaire chaque semaine. Les notifications vous manquent même pour la parution de ces épisodes, mais normalement c'est une chose qui a été corrigée. Je vous remercie de nous faire vos petits retours à ce sujet, notamment à Johan Schwartz qui avait fait ce petit retour. Écoute, c'est parfait, ça veut dire que les suppléments ont de moins en moins leur place de supplément. Guillaume, combien? Parce que je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu? Mais fort bien. Combien quoi? je me posais la question, à ton avis, combien de temps ça va durer avant qu'on numérote, comme la numérotation classique hebdomadaire, les épisodes suppléments qui ne vont définitivement plus être du supplément. Et donc, ce sera en gros, bah voilà, là, vous pourrez dire que ce serait presque le 315, tu vois. Non, quand même pas. Non. Non, mais on pourrait faire 314 bis, et donc, tu vois. Ouais, peut-être. Ah, on va pas changer de nom, on va s'y perdre encore une fois. C'est pas possible. Vous savez à quel point c'est difficile pour moi d'arriver à vous empaqueter cet épisode supplémentaire du week-end, mais qui sort un peu plus tôt que le week-end chaque semaine. En tout cas, vous l'avez compris, si vous vouliez les incontournables des news tech, c'est peut-être l'épisode Pi qu'il fallait écouter. En plus, on a eu la chance de retrouver notre Pierre-Olivier Dibman, que les plus anciens connaissent très bien et que les moins anciens auront grand plaisir à découvrir. Je me dois avant tout aussi, avant qu'on aborde les news de cet épisode supplément, vous rappeler à quel point c'est super précieux pour nous de vous retrouver comme des nouvelles notifications sur la page Patreon, patreon.com/techcafé. C'est une plateforme de sociofinancement et concrètement, vous pouvez contribuer à la hauteur de quelques euros par mois pour nous rémunérer pour le travail qu'on fait, pour vous amener ce contenu enrichi, divertissant et surtout informatif semaine après semaine. Et puis vous profitez en échange du flux du podcast sans la pub et du chapitrage des épisodes. Là aussi, un sujet en cours de correction. Et Guillaume, sans autre forme de procès et sans trop rallonger le temps d'écoute de nos auditeurs, on va se lancer tout de suite à corps perdu. C'est comme ça qu'on dit, à corps perdu. Oui, à bride abattue. Les banques vivent une période très difficile, Guillaume. On avait parlé notamment de la Silicon Valley Bank. Il n'y a pas que qui se crachent en ce moment. Bon, les banques sont molles du genou en ce moment. Alors, en fin de semaine dernière, il y avait quand même 11 grosses banques américaines qui ont volé au secours d'une 4e banque qui s'est cassée la gueule. Il s'appelait la First Republic. Et pour pas que, d'ailleurs, ça soit le prochain domino à tomber, tout simplement, et qu'il y en n'importe d'autres, quoi. Là, le Crédit Suisse, bon, bah, officiellement, ça y est, il est capote. Il a été racheté par son concurrent UBS, qui devient de fait la seule grande banque suisse qui reste. Et du côté tech, on a toujours des news de licenciement. On a encore 9000 postes qui sont barrés chez Amazon. En plus des 18 000 dont on avait déjà longuement parlé. Cette fois, c'est des coupes qui touchent même AWS, qui pourtant se porte très bien. Twitch, d'ailleurs, il y a encore 400 postes qui partent chez Twitch. Il y a aussi des coupes dans la pub, dans les RH. Bon, voilà, c'est malheureusement quasiment habituel. Et si on parle d'ailleurs évidemment beaucoup de la Silicon Valley et des grosses boîtes américaines en général, dans le reste du monde aussi, ça se passe moyen. Les crises et les faillites ont émaillé l'année 2022 sur les 5 continents. Alors là, mais quelle tournure formidablement journalistique, n'est-ce pas? Donc on a plein d'exemples marquants, même si les noms ne nous sont pas forcément connus. C'est des noms comme Hugo par exemple, qui était une sorte de Uber Eats au Salvador, et qui avait vraiment explosé depuis 2017, qui faisait travailler 14 000 livreurs dans 6 pays, et bien il vient de fermer tout simplement, après avoir été repris par Delivery Hero. Toujours dans le secteur de la livraison, il y a le Pakistanais Airlift, qui était la start-up la plus prometteuse du pays jusqu'à sa fermeture en juillet dernier. Il y avait Jumia, qui était la première licorne africaine, qui est basée à Lagos. Elle voulait devenir le Amazon du continent, et depuis son entrée en bourse, elle a perdu 70% de sa valeur. Enfin, son titre a perdu 70% de sa valeur. Au point d'ailleurs que les investisseurs se demandent si le modèle Amazon prendra jamais en Afrique vraiment, on ne sait pas exactement. Apparemment, sur le terrain, ça n'a pas l'air évident. Toujours au Nigeria, 54 Gene est une start-up dans la génomique, qui a aussi perdu les 2/3 de sa valeur. Il y a Oyo en Inde, qui fait lui dans l'hôtellerie, qui a perdu 20% et qui a dû licencier 10% de ses effectifs. Il y a Goto, qui perd 67% de sa valeur et qui licencie 12% de ses employés. Goto, on en avait déjà parlé indirectement, parce que Goto est issu de la fusion de l'indonésien Gojek et de Tokopedia, qui est une plateforme d'e-commerce. On avait parlé de Gojek, la boîte de moto-taxi. On en avait parlé, c'était assez marrant. Et bon, voilà, donc ça va moyen. Les licenciements sont aussi de mise chez Ola, qui fait de la location de scooters électriques et qui vise 2500 personnes. Chez Baiju, l'Indien, qui fait du e-learning. Et même Alibaba,
Alibaba, pourtant le géant, l'Amazon chinois, qui a quand même dû licencier 19 000 personnes quand il y a eu la crise Covid, donc c'était il y a pas si longtemps, et qui ne publie plus trop ces chiffres de vente, tu sais, du fameux 11 novembre, qui d'habitude pourtant sont censés mettre en évidence la toute-puissance d'Alibaba. Donc voilà, même chez lui, on fait un petit peu profil bas en ce moment. C'est partout dans le monde, quelque part, enfin pas partout dans le monde, mais dans plein de secteurs en tout cas. Tu as un article hyper intéressant pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées par le volet RH du monde de la tech. Alors en tout cas, évidemment du côté des États-Unis, mais ça peut donner des tendances. Tu as des infos un peu RH à nous transmettre, Guillaume. Écoute, oui, au milieu de ces dizaines de milliers de licenciements, les sites de recherche d'emploi DICE et Hired donc, ont publié leur rapport annuel et on peut y trouver tout un tas de chiffres assez intéressants sur l'emploi dans le secteur tech, peut-être même de bons tuyaux, qui sait, pourquoi pas. Donc alors, vous les aurez entendus dans Tech Café. Exactement. Première constatation, les salaires dans le secteur continuent de croître, mais pas assez vite par rapport à l'inflation, donc par rapport en 2021. En net, ils ont un petit peu baissé en moyenne. Bon, il y a aussi les salaires moyens par poste. Alors évidemment, sans surprise, si t'es un CEO ou un CTO, tu es beaucoup mieux payé qu'un dev. Oui, ça m'a paru rigolo dans le graphique. Ça, tu sais, tu vois les grands responsables qui sont mieux payés que les autres. Bah oui. Effectivement, c'est souvent le cas. Mais bon, après, finalement, la différence entre un data scientist et un dev software standard n'est pas si élevée. Bon, après, c'est vraiment des moyennes, donc c'est un petit peu écrasé. Mais bon, il faut plutôt s'intéresser aux aptitudes finalement qui sont les mieux payées. Donc, par exemple, connaître Docker ne vous rapportera pas énormément plus. Par contre, connaître Rust et Kubernetes apporte un vrai plus. Les 3 skills les mieux payés sont MapReduce, le langage Go et Elasticsearch. Et maintenant d'ailleurs, quelles sont les connaissances les plus demandées en entretien? Quand on passe un entretien d'embauche, très souvent il y a des choses qui reviennent comme ça, donc ils ont récupéré donc ce qui revient le plus souvent. Et en fait, il s'avère que connaître Java ou Kubernetes ou Hadoop, c'est la routine, on va dire. Voilà, ça revient, mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui revient énormément. Par contre, connaître Kotlin est déjà bien plus haut que les autres, et les 3 aptitudes les plus demandées, c'est Ruby, Scala et Go. Et si on demande aux ingénieurs software eux-mêmes ce qu'ils pensent être important de connaître, le résultat est sans appel, puisque c'est 64% pour Python, 49% JavaScript, 44% SQL. Et on a encore 32% pour Java. Après, ça baisse, on a vraiment plus que 18% pour Go, ce qui est peut-être un tort, d'après ce qu'on a vu juste avant d'ailleurs. Et pratiquement personne n'apprend ou ne se dit que R ou C est vraiment quelque chose de très demandé. De même que le C++ ne représente plus que 13% finalement des choses qui sont considérées comme incontournables aujourd'hui. Donc voilà, on va dire les vieux langages comme C, comme C++, ou même Java finalement sont quand même un paire de vitesse par rapport à Python qui est, une véritable star. C'est clairement à la mode. Évidemment, la vogue de l'IA n'y est pas du tout étrangère. Et d'ailleurs, si on conclut par les secteurs qui recrutent, là, vous allez être surpris, vous allez être stupéfait. C'est l'intelligence artificielle. C'est pas vrai. Ah tiens, c'est intéressant. Pourquoi ? Incroyable. Pourquoi ? Je me demande. Donc voilà, juste après l'intelligence artificielle, il y a la fintech, et ensuite il y a la santé, puis la cybersécurité, et enfin la green tech. Et puis après, les choses sont un petit peu moins, à la mode. C'est quand même déroutant que la green tech soit pas plus haut placée quelque part dans les trucs les plus chauds du moment. Mais clairement pas. Ça montre là encore. Clairement pas, les 4e. Ouais, c'est pas élevé. Bon, allez, les 4e, c'est déjà pas mal, dirait son terme. Amazon Web Services et Google Cloud sur les compétences n'ont vraiment pas beaucoup d'intérêt là non plus. Elles sont classées clairement dans le ventre mou. C'était intéressant aussi de le relever quelque part. Un petit mot sur la compilation de Python, Guillaume. Là, ça me fait penser à l'épisode qu'on avait eu avec Steph, où on parlait justement des intérêts de Python, une nouvelle méthode de compilation. Oui, puisqu'on parlait de Python justement, donc continuons à parler de Python. Alors Python, c'est vrai que c'est un langage qui est relativement jeune, techniquement. La première version date de 1991, mais en réalité, c'est resté confidentiel à cette époque-là, puis ça continue à évoluer, à se stabiliser encore quelques années, puis ça commençait vraiment à prendre son envol au début des années 2000. Et avec Steph, on avait évoqué effectivement, tu l'as dit, les nouveaux packages Python en Rust, donc dans l'épisode 300, je sais plus, 11 probablement. Donc on a eu un retour de nos auditeurs aussi,
jusqu'à ce moment-là d'ailleurs qui mentionnait, ce qui est très juste, que Python ne devait pas sa popularité qu'à la richesse de son écosystème et au nombre de packages qu'il y avait, mais qu'il avait aussi ses avantages propres. C'est tout à fait vrai, Python est un plaisir à utiliser, c'est un langage qui est à la fois simple à apprendre, qui est très puissant, qui a énormément de facilité clé en main. Voilà, tu peux gérer très facilement des chaînes de caractères, bien entendu, mais surtout des listes dynamiques, des dictionnaires, donc ce qu'on appelle aussi les tables de hash en Perl. Donc, c'est à la fois un langage qui est orienté objet, complet, sophistiqué, voilà, mais c'est aussi un langage interprété qui est très flexible, avec un typage qui se fait dynamiquement, t'as pas à déclarer les types, voilà, il y a énormément de choses qui sont inférées par le langage, voilà, en temps réel, et modifiées au cas échéant, etc. La mémoire aussi est gérée par un ramasse-miettes, bon. Cet aspect interprété, d'ailleurs, c'est à la fois une force et une faiblesse. Alors, c'est une force parce que ça permet d'utiliser Python de manière interactive ou semi-interactive. Donc tu peux utiliser Python directement comme une super calculette, en ligne de commande. Tu peux aussi l'utiliser avec Jupyter, surtout. Jupyter, ça te permet de faire une sorte de MATLAB ou / Mathematica gratuit. Avec Jupyter et NumPy et Python, t'as MATLAB, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Donc Jupyter, c'est quoi? Ça te permet de faire des notebooks, c'est-à-dire en fait c'est des pages web dans lesquelles tu peux mettre des morceaux de code Python, tu peux les évaluer les cellules que tu as créées, tu peux les évaluer, les modifier, les réévaluer, tu peux les changer d'ordre, voilà, comme dans un Mathematica, c'est extrêmement pratique, c'est très pratique, c'est génial pour travailler sur des idées, pour développer des protos, etc. C'est un mode de fonctionnement qui est d'ailleurs devenu très connu grâce à Google Colab, qui est un système de notebook partagé qui est très utilisé pour mettre au point et publier des nouveaux modèles d'IA. Donc il y a énormément de choses qui se font sur Colab qui sont accessibles en mode Colab, dans le monde de l'IA maintenant, même des choses relativement grand public. D'ailleurs, Dreambooth était en Google Colab au début, et donc il y en a encore des quantités. Mais bon, bref, même si Python fait ce qu'il peut pour être rapide, alors c'est pas du C non plus. Alors Python, il est transformé en bytecode, il est compilé en mode just-in-time, donc c'est déjà bien, il fait ce qu'il peut pour être le plus rapide possible, mais c'est pas suffisant pour créer de A à Z des applications professionnelles qui demandent vraiment de la puissance. Donc soit on passe par une librairie native qui est déjà super optimisée comme un NumPy ou Torch, soit c'est pas optimal. Et donc pour accélérer tout ça, désormais il y a Codon. Alors Codon, c'est quoi? C'est un compilateur Python qui crée donc du langage machine, des applications natives qui ont le même niveau de performance que le C. Donc ça nous vient du MIT, ça accélère les codes Python entre 10 et 100 fois selon le cas. Pas mal. Et encore mieux que ça, ça rajoute, donc en Codon, il y a des directives supplémentaires qui permettent de faire du multithreading explicite en Python. Donc en Codon, en fait, supporte OpenMP, et donc vous pouvez faire profiter du multicore sur les CPU, et vous pouvez même profiter aussi des GPU. Vous pouvez écrire des kernels en Python que tu envoies s'exécuter sur la carte graphique. Alors pour le moment, seules les cartes Nvidia sont supportées, et c'est encore un petit peu jeune comme support, faut bien l'avouer, mais quand même, ça, c'est quand même présent. Et Codon ne prend pas encore en charge 100% du langage Python, mais quand même une très grosse partie. Alors attention quand même, si votre code passe déjà tout son temps à faire des calculs avec un package optimisé, Codon va rien apporter. Enfin, je veux dire, si vous faites déjà tous vos calculs avec Torch, si l'essentiel des calculs, c'est des gros calculs de matrice avec Torch, le compiler, ça va servir à rien. De toute façon, Torch, il fait déjà le 99% du boulot. Donc, Codon prend tout son sens quand les calculs sont eux-mêmes faits en Python. Quand vous avez des fonctions Python qui tournent et des fonctions critiques en Python qui tournent, là, ça peut apporter un gain massif. Hyper intéressant, c'est peut-être un nouveau paradigme qui va s'ouvrir, décidément un Python qui a vraiment le vent en poupe comme tu le disais. Sans transition, quelque part, le rachat d'une entreprise, pas que de la tech, Guillaume. Ouais, MindGeek change de main, donc oui, bien sûr, je pouvais pas passer à côté d'une allusion graveleuse avec MindGeek change de main, donc voilà, bien sûr, il change de main, il prend la gauche, voilà, tout ce que vous voulez. J'ai même pas relevé. Voilà, tu vois, là. Bon, enfin, plus sérieusement, MindGeek, donc, c'est donc le géant du porno, bien sûr, donc, à qui appartient à peu près toutes les grandes marques du secteur, et est racheté par ECP. Alors ECP, c'est une nouvelle entité qui semble avoir été créée pour l'occasion. Elle rachète MindGeek pour un montant qui est non spécifié. Et ECP, ça veut dire Ethical Capital Partners. Bon, c'est une boîte, un fonds d'investissement, dans le titre duquel il y a ethical, éthique, et ce titre rachète MindGeek. Et c'est vrai que ça fait forcément un peu caricatural. MindGeek a eu énormément de soucis quant à la légèreté quand même avec laquelle il a longtemps traité les vidéos qui traînaient sur ses sites, beaucoup desquelles n'étaient pas forcément consensuelles ni même légales, on en avait parlé. Donc c'est un énorme problème qui a forcé Pornhub par exemple. Notamment le plus choquant quelque part, c'était concernant les mineurs, mais évidemment c'était pas le seul sujet.
Oui, tout à fait. Il y a eu des problèmes effectivement avec ça. Ça a forcé Pornhub à faire un énorme ménage vers 2020. C'était suite à ça. Hein. Ça a motivé donc à évidemment vérifier l'âge des acteurs déjà, des actrices évidemment. Très imparfait d'ailleurs ce qui a été fait derrière. C'était imparfait. Ouais. Alors bon, j'ai pas suivi de manière très voilà. Il s'avère d'ailleurs que Visa et Mastercard ont cessé toute collaboration avec le site. Et ça l'a laissé pendant longtemps sans aucun prestataire de paiement, ce qui est un petit peu compliqué. Et encore aujourd'hui, MindGeek s'en le souffre. Hein. Il n'est pas totalement dépêtré de ses problèmes. Il y a encore des procès en cours. Les CEO et COO ont démissionné en 2022. Bon, MindGeek est dans la tourmente et on peut imaginer pourquoi les repreneurs veulent absolument mettre l'accent sur l'éthique. Alors, évidemment, moi, une boîte qui met éthique dans son nom et qui veut faire du porno, évidemment, ça sonne chez moi comme un pays qui s'appelle République démocratique ou République populaire de quelque chose, tu vois. C'est vrai, ça fait pas vraiment confiance. Oui. C'est vraiment bon. Et alors, le visage de l'ECP, c'est Rocco Miliambro, qui vient de l'industrie du cannabis légal, hein, mais enfin bon, quand même. Il vient pas d'une ONG non plus, et les autres acteurs semblent être assez connus pour avoir déjà tenté de reprendre l'affaire il y a 2 ans. Donc, MindGeek est racheté par des gens qui vont apparemment avoir à cœur de peut-être de refaire un petit peu sa réputation. Alors j'ai eu l'occasion de discuter un tout petit peu avec Pierre-Olivier avant que tu arrives, et lui évidemment comme il est à Montréal, MindGeek là-bas c'est une institution. Disons, c'est un gros employeur, c'est une grosse boîte du secteur. Et bon, il m'a dit que lui aussi avait un petit peu au départ le même sentiment que moi, mais que réflexion faite, et surtout après avoir vu des gens qui connaissent un petit peu, les gens qui sont dans l'ECP, ça a l'air un peu plus sérieux que ce que ça en a l'air. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis, il m'a dit aussi que, ce qui était quand même agréable, c'est que MindGeek, au moins, en tout cas les repreneurs de MindGeek, allaient au moins payer leurs impôts, au moins une partie de leurs impôts, au Canada, ce qui est déjà un gros progrès, puisqu'apparemment MindGeek est basé au Luxembourg, j'ai l'impression, actuellement, et que les repreneurs, eux, sont basés au Canada. Je sais pas si pas dit Ottawa ou un truc comme ça. Donc ce serait déjà quand même un progrès, hein, quelque part, s'ils ramenaient du fric à la maison, et rien que pour ça, ce serait déjà une bonne nouvelle. Après, pour le reste, écoute, qui verra, verra. Moi, j'aurais pas pensé au départ qu'il pouvait être dans des telles difficultés d'ailleurs, mais effectivement, mis tout bout à bout, ça doit extrêmement mettre à mal effectivement une activité telle que celle-ci. Comme me disait aussi Pierre-Olivier, à l'heure actuelle, c'est vrai que le porno, c'est aussi beaucoup OnlyFans. OnlyFans, ça a quand même pris énormément de trucs, les sites de cam aussi ont pris beaucoup, et c'est vrai que le modèle économique de Pornhub, c'est quand même 99,99% de gens qui payent pas, qui consomment énormément de bandes passantes, et donc lui, il voit effectivement un gros potentiel de monétisation supplémentaire par rapport à ce qu'il y a là, et probablement, je suppose effectivement, même si, ça sera pas forcément efficace, quoi. Mais donc, il y a de gros problèmes, et il y a apparemment du boulot pour remettre sur les rails MindGeek, j'imagine. Intéressant. Écoute, parfait. On enchaîne là aussi sans transition facile dans le monde, du blanchiment de crypto-monnaies avec des mixeurs. Alors, il faut que tu nous rappelles un petit peu le principe, mais pour faire simple, c'est des outils qui permettent un petit peu de brouiller l'historique des transactions quelque part sur les blockchains. Ouais, c'est du blanchiment de Bitcoin. Donc, le principe global, c'est tu prends des transactions de Bitcoin, tu les mélanges, tu mets tout ça dans des pots communs, tu fais des transactions avec des gros pots communs, puis après tu fais des transactions de sortie qui sont le moins évidentes possible. Tout ça est compliqué, mais c'est une affaire qui permet, dans une certaine mesure, de couvrir ces traces, effectivement. Et oui, c'est vrai qu'il y a... ça aurait pu être 2 bonnes nouvelles sur le front de la cybersécurité, finalement, que j'aurais pu te donner là, avec Mixer et Bridgeform, mais finalement, ça ne sera qu'1,1, voire 1,2 bonnes nouvelles, parce que pour les 10 ou 20% de bonnes nouvelles, c'est la chute de Bridgeform, donc aussi, qui a été concomitante, et qui a été aussi concomitante avec l'arrestation de Pompompurin, son Pompompurin, ce qui s'appelle en fait Connor Brian Fitzpatrick, donc c'est le mec qui gérait le forum. Et dans Bridge Forum, c'était là-dessus qu'on retrouvait régulièrement la vente de grosses fuites de données, qu'on pouvait racheter des gros paquets de données qui avaient été volées ailleurs, quoi. Il y en a avec divers et variés. Et ça faisait 1 an que Bridge Forum avait remplacé Raid Forum, qui était fermé en janvier 2022. Et l'arrestation de son administrateur, ça signe moins l'arrêt de mort du site que l'obligation de se déplacer, tout simplement. Donc il y a Baphomet, apparemment, qui manifestement aidait bien Pompompurin,
qui va reprendre les rênes et récupérer, scanner la base de données évidemment, et probablement créer un nouveau forum un petit peu plus loin d'ici très peu de temps. Mais bon, effectivement, la nouvelle la plus encourageante, c'est que Chipmixer, comme tu disais, c'est une plateforme de blanchiment de crypto, et de Bitcoin en particulier, vient de tomber. Alors c'est pas n'importe laquelle, parce qu'elle a quand même blanchi près de 3 milliards de dollars équivalent crypto. Je crois qu'elle a été ouverte en 2017, ou un truc comme ça, donc quand même 3 milliards de dollars de blanchiment, c'est pas mal depuis sa création. Et elle a fait des gros coups, comme par exemple le hack d'Axie Infinity. Le hack d'Axie Infinity, ça représentait 600 millions de dollars quand même, donc c'était vraiment significatif. Et puis le gros hack de FTX aussi, souvenez-vous à l'époque. Donc voilà, c'était une grosse place comme ça, un gros endroit où on faisait ça. Et les forces de l'ordre ont saisi d'ailleurs donc les adresses Bitcoin, ils ont saisi au passage 46 millions de dollars, enfin l'équivalent de 46 millions de dollars en crypto. Alors évidemment, il y aura sans doute des remplaçants aussi, je sais bien, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire, donc c'est toujours le jeu du chat et de la souris, c'est pas parce qu'il existe qu'il faut renoncer, effectivement. C'est de bonne guerre. On continue avec les smartphones qui sont équipés de processeurs Exynos qui sont malheureusement, Guillaume, vulnérables. Il y a une solution a priori, c'est de se passer de la fonction téléphone. Je crains que ce soit un peu compliqué, mais bon. Ouais, c'est une assez mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont un processeur Exynos récent dans leur smartphone, puisque la puce radio aurait un bug. Alors, si on devait être précis, c'est les Exynos 980 1080 qui seraient vulnérables, ainsi que les Exynos Auto T5123, donc c'est les modems 5123 et 5300, qui seraient sujets à une faille relativement simple en fait, qui permet, juste en passant un appel à un téléphone donné, d'en prendre possession. Donc une faille relativement simple dans le sens où t'envoies un payload, un message qui est trop long et qui est mal foutu, et ça fait bugger le truc, et tu peux exploiter ça. Pour l'instant, c'est théorique, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore observé des cas d'exploitation à l'état sauvage, mais il semble quand même que le Pixel 6 et 7 et les Galaxy S22 soient concernés. Il me semble bien qu'en Europe, on ait bien des Exynos, parce que il y a des Qualcomm aux États-Unis, mais je pense qu'on a des Exynos ici, c'est les versions internationales. Il y en a beaucoup Exynos, même, je pense. Ah oui, c'est les versions internationales, donc voilà. Et c'était souvent, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait des versions de Samsung qui étaient des Galaxy, qui étaient déclinées dans les versions Exynos pour le marché européen d'ailleurs, non ? Oui, c'est un rapport avec les modems qui sont dedans en fait. Les gammes de fréquences sont pas forcément les mêmes selon les pays. Aux États-Unis, c'est Qualcomm qui fait les modems. Du coup, c'est Qualcomm qui fait le chipset, alors que dans le reste du monde, souvent, c'est Samsung qui le fait tout simplement. Ok. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que du coup, la seule manière de se prémunir totalement de ce risque, c'est de désactiver les appels voix sur Wi-Fi et sur LTE. Et je suis pas sûr que ce soit même possible forcément, parce que ça voudrait dire quoi ? Tu fais de la voix sur 3G ? Faire de la voix sur 3G, ça veut dire qu'il faut que les prestataires maintiennent un réseau 3G. Et c'est pas gagné, ils sont en train de les couper, les réseaux 3G, c'est fini ça. Donc, je ne sais pas. La seule manière de se prémunir du risque, c'est de pas téléphoner. Et puis voilà. De toute façon, qui utilise encore son téléphone portable pour téléphoner, franchement ? Ma mère. Pardon. Il y a une autre faille au passage. Ah bah oui. Il y a une autre faille qui concerne d'ailleurs un peu plus les pixels a priori, si je dis pas de bêtises. Mais je sais pas si tu l'as vu si tu l'as vu passer, pardon, je vais arriver à parler. C'est c'est dur, putain. Qu'est-ce que ça va être difficile. L'acropalypse. J'ai toujours du mal à le citer, et c'est la faille qui consiste à revenir en arrière sur les modifications d'images qui ont pu être faites par des pixels et qui ont pu être publiées par des pixels, et notamment le fait c'est que les images peuvent être recadré, tu peux revenir en arrière sur les modifications, et du coup évidemment je vous laisse imaginer les risques qu'il peut y avoir là-dessus. Ce serait un truc qui serait en cours de correction mais qui est pas vraiment réjouissant. On met de côté faire apparaître ta maîtresse sur une photo comme ça sur le truc, c'est ça. Non, j'étais seul, je te jure c'est pas joli, tu es bien trop créatif pour moi, Guillaume. En attendant, on va parler un petit peu de Samsung. Justement, tu parlais des Exynos, de Samsung qui doit relancer d'autant, Guillaume. Samsung doit toujours dépenser plus pour rester dans la course. Déjà, il y a l'inflation. L'inflation, ça touche tout le monde, ça fait gonfler les factures. Et là, ça fait gonfler son devis pour sa prochaine usine au Texas. Donc, le CHIPS Act aidant les États-Unis attirent des constructeurs pour des projets d'usines de semi-conducteurs pharaoniques, mais encore faut-il les financer. Alors, à l'origine, Samsung devait dépenser 17 milliards pour son usine au Texas, mais ça, c'était en 2021, ça. Aujourd'hui, le projet pourrait lui revenir 25 milliards, voire 30. Et c'est le même syndrome qui arrive à Intel, on en avait parlé, qui demandait toujours plus d'aide du gouvernement fédéral. TSMC a encore bien entendu le même problème. En 2020, 12 milliards devaient suffire à construire une usine en Arizona. Aujourd'hui, il annonce qu'il lui en faudra 40 pour en construire 2. Ça veut dire 20 milliards chaque. Donc c'est quand même déjà une belle augmentation.
Et le mois dernier, il a encore révisé à la hausse de 3,5 milliards le prix total du projet. Bon, en tout cas, cette inflation de prix tombe mal pour Samsung dont les bénéfices se fondent et qui doit aussi investir à domicile pour rester dans le game. Alors à domicile, attention, c'est du lourd. Sur les 20 prochaines années, Samsung doit investir pas moins de 230 milliards dans les projets nationaux coréens pour construire le plus gros complexe de fabrication de puces du monde, et pas loin de Séoul. Alors, c'est dans la province de Gyeonggi, pour les experts en K-pop et en drama coréen. Donc ce sera en 2042, ah oui quand même, c'est vraiment loin. 2042, on peut éradiquer la faim dans le monde plusieurs fois avec un montant pareil, non ? Ouais, bah c'est sur 20 ans. Oh oui, non mais attends. Je veux dire, c'est pas dire que si on avait eu envie d'éradiquer la faim du monde, on aurait pu le faire. Ça fait 40 ans qu'on peut le faire. Je reprenais un peu les... C'est juste qu'on en a rien à foutre. Je reprenais les promos d'Elon Musk à ce sujet qui ont fait feu de tout bois. Mais bon. Ah là là. Vraiment, écoute, en tous les cas, là c'est 230 milliards pour fabriquer des processeurs, de la mémoire, des capteurs, voilà, tout. La Corée va être sûre de rester parmi les leaders mondiaux du secteur de l'électronique, ou des secteurs qui marchent en général. Alors le gouvernement a identifié 6 secteurs clés pour l'avenir du pays. Donc il y a les semi-conducteurs, il y a les batteries, les véhicules électriques, la robotique, les écrans et la biotech. Alors notons que Samsung peut d'ailleurs tout faire, sauf la biotech, et encore, je sais pas, il peut s'y mettre. Donc voilà, Samsung ne peut que grossir. Et puis un dernier mot sur le financement en Angleterre, dans le domaine des processeurs justement, Guillaume. Puisqu'on parle de gros investissements publics, évoquons l'Angleterre qui tente de se relancer. Est-ce que c'est pas forcément la joie outre-Manche en ce moment, économiquement, ça vasouille un peu, il faut un nouvel élan. Et pour ça, puisons dans nos souvenirs glorieux de pionniers de l'informatique. Remémorons-nous les Turing, les Baby de Manchester, les Ada, les Babbage, et même les Sœurs Sinclair, qui firent un temps de l'Empire d'Angleterre le phare des technologies modernes. Donc sa gracieuse majesté... Il y a des très beaux épisodes de Tech Café hors série à ce sujet, où je vous ai invité à consulter dans le flux du podcast. Et c'est pour ça que j'ai fait ce parallèle. Enfin, c'est pour faire la promo, c'est bien entendu. C'est beau, c'est légitime. Enfin bon. En outre, sa gracieuse majesté est partie, mais pour son gracieux majeston, écoute, il faut quand même puiser l'inspiration dans cet illustre passé et nous hisser sur les épaules de ces géants afin d'atteindre de nouveaux sommets d'innovation. Le royaume, donc, toujours un petit peu uni, malgré tout, parie sur l'IA et les ordinateurs quantiques. Alors, ces derniers vont recevoir 3,5 milliards de livres, un gros coup de pouce sur 10 ans. Donc tout ça sera géré dans le cadre du NQTP, donc le National Quantum Technology Program. Donc l'Angleterre veut passer dans le quantique. Voilà. Et pour l'IA, et pour d'ailleurs tout le reste, l'Angleterre veut aussi un gros ordinateur, elle veut même un ordinateur exascale, son ordinateur exascale, son frontière, comme on en parle assez souvent. Et pour ça, c'est carrément 1 milliard d'euros, enfin 900 millions de livres sterling, n'est-ce pas, comme on dit, qui vont être débloqués, donc de quoi avoir son propre chat GPT à domicile, à n'en pas douter. Alors l'Europe aussi, bien sûr, a des projets d'exascale, il n'y a pas que les Anglais. En juin dernier, l'Allemagne a été sélectionnée pour accueillir Jupiter, qui sera le premier super ordinateur de ce calibre sur notre continent. Bon, c'est coordonné par EuroHPC. Pour des projets de cette envergure monstrueuse, t'imagines bien que c'est quand même assez naturel de se placer au niveau européen. Avoir un ordinateur de ce prix pour un pays au niveau national, c'est vraiment ambitieux, quoi. C'est même peut-être disproportionné, mais bon. Qu'est-ce que tu veux ? Ils veulent faire cavalier seul, donc ils veulent leur propre ordinateur exascale. D'autant que l'Angleterre veut une machine la plus anglaise possible. Alors, c'est compréhensible, du coup, vu que ça coûte 1 milliard, autant que faire travailler les gens locaux au maximum. Le souci, du coup, c'est qu'est-ce que tu vas mettre dedans ? Parce que tu veux pas du Intel, tu veux pas du AMD, tu veux pas du Nvidia, qu'est-ce que tu fais ? Où tu le fabriques ? Bon, le Royaume-Uni, de toute façon, ne peut pas le faire tout seul, il n'a pas les capacités de fabrication des semi-conducteurs, et d'ailleurs nous non plus, on va devoir passer comme d'habitude, par les Asiatiques. Mais bon, la question se pose déjà de l'architecture de cette machine. Cette machine que je vais décider d'appeler le King Charles. Je pense que c'est pas mal, le King Charles. Ça m'évoque d'abord le chien et ensuite Charles III, mais c'est pas mal. Mais voilà, King Charles, c'est pas mal. Donc le choix qui vient immédiatement à l'esprit pour le King Charles, c'est ARM, évidemment. Voilà, donc les processeurs ARM, alors c'est le choix qu'a fait Fujitsu d'ailleurs, par ailleurs, pour ses propres machines. ARM, c'est quand même une boîte d'origine anglaise, mais bon, est-ce qu'elle est encore suffisamment anglaise ? Voilà. C'est pas clair, puisqu'elle est quand même japonaise désormais. Et elle va rentrer en bourse sur le Nasdaq ou la bourse de New York. Bon, on fait plus british, quoi. Et donc, il reste Graphcore. Graphcore qui est moins connu et qui est pour le moment beaucoup plus focalisé sur les charges de calcul pour l'IA, mais qui pourrait sans doute faire à la fois des accélérateurs pour ça, ce qui sera nécessaire de toute façon,
et designé probablement à la demande des processeurs un petit peu plus généralistes, pour faire du calcul généraliste pour le futur exascale britannique, puisqu'on suppose qu'ils veulent un hexaflop, mais un hexaflop généraliste. Donc surtout, si les Anglais choisissent de compter la puissance de calcul pour l'IA, ça, il sera plus facile, puisque c'est déjà fait en fait l'exascale. L'exascale est atteint depuis longtemps pour l'hexaflop est atteint depuis longtemps si tu prends uniquement le calcul IA qui en général est du calcul que tu fais sur une précision qui est plus petite. Donc précision plus petite, ça veut dire moins de bits, ça veut dire que tu peux faire plus de calculs à la fois, il n'y a pas de secret. Et en réalité, les 10 hexaflops même sont en vue pour 2024, avec les IPU GraphCore justement. Donc ça veut dire que tu peux accumuler beaucoup de puissance des calculs comme ça. Après, évidemment, je suppose qu'il faut aller voir un exascale à la frontière, donc il va falloir réviser ça, mais c'est un gros investissement national. Ça peut être un gros coup d'accélérateur pour GraphCore, qui est une boîte qui reste encore relativement petite et méconnue, et c'est peut-être l'occasion de voir émerger du coup une nouvelle tête, de voir émerger un nouvel acteur vraiment important, tu vois, de lui donner un gros coup de pouce par rapport à ARM. Et c'est pas si souvent qu'on a une nouvelle tête dans le secteur, donc ça peut être quand même vraiment intéressant à suivre. Est-ce que tu en avais déjà parlé de GraphCore ? Ça me dit vraiment rien. Oui, mais vaguement. GraphCore, ça fait partie de ces constructeurs qui designent des accélérateurs pour l'IA. Il y a beaucoup de... il y en a beaucoup qui font ça. Tu sais, les fameux TPU, les fameux NPU. Pratiquement tous les constructeurs ont les leurs. Outre ceux de NVIDIA, il y en a plein. Et il y en a beaucoup de Chinois aussi d'ailleurs, et donc on avait probablement parlé de GraphCore assez rapidement, mais c'est pas encore un acteur vraiment très connu, majeur, tu vois, dans le secteur, même si ça pourrait changer du coup. Ok, merci beaucoup Guillaume. On met de côté cette rubrique capital et risque, comme tu l'as si bien nommé, et on va plutôt enchaîner sur une rubrique qui va nous permettre de nous tourner vers l'espace, à commencer par un projet terriblement ambitieux. Guillaume, ce serait celui d'aller carrément installer, pourquoi pas, une centrale nucléaire sur la Lune, après tout, quand on y pense. Écoute, non mais tu vois, tu vois passer des trucs. Donc, mais bon, on reste british, puisque c'est Rolls-Royce qui s'occupe de ça. Rolls-Royce qui a des projets de centrales nucléaires. Donc déjà, c'est pas banal, Rolls-Royce centrale nucléaire, c'est pas forcément quelque chose qu'on associe tout de suite. La news, en fait, c'est qu'ils ont reçu 3,5 millions de l'UKSA, donc le UKSA, c'est le UK Space Agency, pour un projet de micro-réacteur qui pourrait à terme servir à alimenter en énergie une base lunaire. Alors Rolls-Royce produit des moteurs de voitures et d'avions, des turbopropulseurs. Alors des centrales nucléaires, c'est beaucoup moins connu, mais en fait, ils faisaient déjà les réacteurs des sous-marins nucléaires anglais. Donc ils ont une expertise dans le nucléaire, ils ont une expertise même dans les tout petits réacteurs. Les réacteurs de poche qu'on peut embarquer sur ce genre de trucs. Donc, et cette expérience, elle est bien utile évidemment pour leur projet de micro-réacteurs nucléaires modulaires, qui est cette fois un projet complètement civil. Donc c'est ce qu'ils appellent les SMR, pour Small Modular Reactors, qu'ils comptent développer donc au maximum en Angleterre même d'ailleurs, et même à 80% en Angleterre, en utilisant des chaînes d'approvisionnement anglaises au maximum, et qui sont donc des petits réacteurs à eau pressurisée, qui sont beaucoup plus petits, mais aussi moins puissants, mais qui sont quand même significatifs, et qui sont beaucoup plus faciles évidemment à maintenir et à déployer que des très très gros réacteurs comme on en a ici. Alors évidemment, c'est quand même pas rien, donc c'est quand même aussi des grosses ambitions. Donc l'ambition, c'est quand même aussi de contribuer beaucoup à l'économie du pays. Donc selon Rolls-Royce, il pourrait, d'ici 2050, tu vois pareil, créer 40 000 emplois en Angleterre et faire un chiffre d'affaires de 52 milliards au bénéfice de l'économie du pays. Bon, ils présentent ça comme une énergie propre, tu sais, c'est toujours pareil. Maintenant, maintenant, dès que tu ne produis pas de CO2, c'est une énergie propre. Tu vois, c'est donc le nucléaire, c'est une énergie propre maintenant. Tu vois, c'est une énergie renouvelable presque aussi, non peut-être, je sais pas. Non, évidemment, le nucléaire est pas renouvelable, ça consomme de l'uranium. L'uranium, c'est pas renouvelable, il faut l'extraire. C'est pas propre non plus, du tout. Ça génère des quantités de déchets qui sont ultra dangereux et qui le restent pour l'éternité, globalement. Et en plus, on ne sait pas vraiment quoi foutre du combustible usagé, et le démantèlement d'une centrale en fin de vie, c'est un cauchemar. Bon, à part ça, c'est une énergie propre, c'est une clean energy. Il faudra demander aux Japonais d'ailleurs aussi à quel point c'est une énergie sûre, mais bon, bref. Du point de vue du réchauffement, ok, c'est vrai, ça produit pas de CO2 et ça produit effectivement plein d'énergie. Bref, tous ces soucis qu'on a sur Terre, donc peut-être qu'on pourra bientôt les exporter sur la Lune. Voilà, c'est ça, c'est la première chose qu'on va exporter sur la Lune, c'est les déchets nucléaires. Ça, et en plus, ils s'écrivent dès 2029. Voilà, si tout se passe bien. L'argument est toujours le même, le solaire c'est intermittent, c'est chiant, bon ben voilà, donc là au moins t'as de l'énergie tout le temps, en quantité, c'est super. Bon. Alors,
Quant à la faisabilité de monter suffisamment de matos là-haut, mystère. Parce que c'est pas léger un réacteur, l'uranium c'est pas léger en soi. Un réacteur qu'on trouve dans un sous-marin, c'est pas léger non plus. Puis voilà, comment tu vas conditionner ça, comment tu vas protéger ce matos qui est quand même hautement radioactif et qui est vachement blindé d'habitude, que tu déplaces pas comme ça. Comment tu fais, tu vas l'envoyer d'un bloc. Enfin, je veux dire, c'est pas Ikea non plus, quoi. Tu vois, tu vas pas envoyer ta centrale en paquet plat et la monter sur la Lune avec un tournevis à marteau. Donc, je suis vraiment curieux de voir ça. La centrale nucléaire lunaire, je suis vraiment curieux de voir ça. Pourtant, Rolls-Royce a l'air tout à fait sérieux quand tu lis leur site web, voilà. Bon, en même temps, s'il y a un problème, au moins, si ça pète là-haut, on est peinard ici, il n'y aura pas de retombée jusqu'à sur Terre, il n'y a pas de problème, il suffira de se poser à un autre endroit la prochaine fois. Alors, tout ça, évidemment, à moins que la fusée elle-même ne nous retombe sur la gueule avant d'atteindre l'espace, avec tout son uranium dedans. On verra bien. Voilà, moi, je vais dire que je suis un petit peu sceptique, on va dire, sur ce projet. Ouais, ça laisse quand même un petit peu songeur. Je reviens juste sur un point. Tu mets en exergue la sûreté relative des installations nucléaires et tu dis on peut en parler aux Japonais. Bon, pour le coup, je renvoie des arguments qu'a pu déployer à moult reprises Jean-Marc Jancovici, qui est plutôt rassurant sur ces aspects-là. Alors, oui, alors, doute il est évidemment que mais... l'usine a explosé. Hein, c'est pas, enfin, qu'elle n'a pas explosé d'ailleurs. Mais n'est plus opérationnel. Le problème du nucléaire, c'est... Ah ouais, non, alors, évidemment, Jancovici va te sortir toujours les mêmes... va te sortir des... Alors, oui, non mais ok. Je ne nie pas la pertinence l'aspect des sûreté, études tu vois, il est, qui disent effectivement que oui, si tu fais le bilan sur la totalité de la chaîne, il y a plus de morts quand tu extrais des trucs pour faire des éoliennes ou je sais pas quoi. C'est ça, non, qui dit ce genre de truc. Ouais, voilà. Il peut même dire qu'il a beaucoup plus peur de laisser son enfant traverser la route que d'aller dans une centrale nucléaire, quoi. Et oui, non, mais bien sûr, évidemment, c'est des risques qui sont gérés, c'est des choses qui sont... Le problème avec le nucléaire, c'est des risques qui sont très, 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 très faibles. Le problème, c'est que c'est des dangers qui sont absolument énormes si jamais il y a un problème qui arrive. Il faut voir aussi que les accidents nucléaires sont très, très rares. Mais il y en a quand même déjà eu 3 majeurs depuis les années 60, 50. Il y a eu Three Mile Island, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima. Il te dira que tu peux pas comparer les 3, tu vois. Alors, Fukushima et Tchernobyl, c'est des trucs qu'on a à peu près pas gérés. Tchernobyl, on a mis un couvercle dessus, couvercle qui est d'ailleurs en train de se fissurer, qui va bientôt tomber à un moment. Et Fukushima, ça fait, je sais pas, au moins, ça fait 10-11 ans. Je ne sais même plus exactement. Depuis 10-11 ans, les mecs, le corum, le noyau en fusion, là, on ne peut pas l'approcher, on ne peut rien en faire, rien n'a changé. On le refroidit avec de l'eau, et là, si tu veux, les réserves d'eau qu'on a utilisées pour refroidir, qui est de l'eau contaminée, on en a trop, on va refoutre ça, ils vont refoutre ça dans l'océan. Ils n'ont pas trouvé de solution. Depuis 11 ans, il n'y a rien qui a bougé, Fukushima. Les problèmes, ils sont toujours là. Et écoute, voilà. Donc on peut dire ce qu'on veut. Oui, c'est vrai que le nucléaire, quand c'est bien géré, tout ça, en règle générale, il y a très 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 peu de risques. C'est très 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 faible. Mais quand ça arrive, c'est quand même vraiment bien la merde. Ouais. Bon, il te dira aussi. Mais je vous laisserai aller consulter les vidéos de Jean-Marc Jancovici pour vous faire vraiment un avis. Et puis, il a ce côté à la fois horripilant et captivant qui est assez unique. Donc, bon, évidemment, c'est un personnage. Mais il te soutiendra évidemment qu'il y a pas un mort lié à l'accident de Fukushima, par exemple. Donc bon, allez, on met de ce côté. Il y a personne qui a été irradié non plus. Il va te dire qu'il n'y a pas un seul décès lié à la catastrophe de Fukushima. Mais bon, on n'est pas dans le nucléaire café. Il y a beaucoup de décès qui ont été liés à l'accident de Tchernobyl, je peux te le dire. Tu as bien raison. Non, mais puis en plus, c'est pas du tout un sujet que je maîtrise, donc je me prétendrai pas être un porte-parole ou un représentant d'une quelconque position. Je ne fais que m'intéresser vaguement au sujet quand j'ai un petit peu de temps, donc vraiment, je ne maintiens pas de position. Bref, allez, on enchaîne, Guillaume. On va parler de Starlink, qui lui devient global. Alors global, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir votre petite antenne posée chez vous et de capter Internet grâce à Starlink, vous pourriez peut-être en profiter en mobilité demain, Guillaume. Et oui, Starlink continue son petit bonhomme de chemin. Petit bonhomme de chemin, ça c'est une belle expression vieillotte quand même. C'est une expression vieillotte que j'interprétais n'importe comment d'ailleurs, et qui du coup me paraissait complètement débile. Ah, oui, petit bonhomme, c'est pas comme un petit personnage, un petit bonhomme, tu vois, en fait c'est petit bonhomme comme adjectif bonhomme, qui veut dire bon, de bon sens, tu vois, donc petit bonhomme de chemin, c'est le bon chemin, quoi, voilà. Bon, d'accord, c'est vrai que j'avais la même image que toi, je m'imaginais le petit bonhomme comme ça qui se baladait petit bonhomme sur le chemin, c'est le chemin qui est bonhomme en fait.
Bon, on s'en fout. Okay. Qu'est-ce que j'ai Bah non, pas tant que ça, c'est intéressant. C'est plus ce que je racontais. Donc c'est donc ce chemin, voilà, bah, tu peux continuer d'ailleurs, tu peux tracer ta route avec Starlink, puisque tu peux Starlink devient global, hein, pour $200 par mois, tu peux avoir accès à Internet virtuellement partout. Il y a une carte, en fait, si tu veux savoir plus précisément où, mais ça y est, hein, c'est disponible un petit peu partout. Tu peux continuer d'ailleurs de surfer soit en fixe avec une antenne à $600, soit en mouvement avec une antenne plus grosse et plus chère à 2500. Sachant qu'il existe toujours une option pour accéder à Starlink sur ton bateau, même en pleine mer. Donc le service s'étend et pourrait assez vite se retrouver même dans ton portable 5G, puisqu'on avait déjà parlé, c'est devenu une tendance depuis l'initiative d'Apple. Et Starlink avait fait un partenariat avec T-Mobile, hein, pour offrir un accès satellite dans les zones non couvertes sinon. Le but était d'utiliser directement la 5G sur le téléphone, hein, les satellites avec des satellites prévus pour, plus gros, hein, qui se chargeaient de relayer directement le signal sous une forme compréhensible par un téléphone standard, hein, non modifié. Et bien la FCC semble d'accord sur le principe, hein, donc ça ouvre la voie à une nouvelle régulation sur le sujet, et ça entérine de fait réglementairement l'existence de cette nouvelle possibilité. Alors, il reste plus que les aspects techniques, hein, aspects techniques qui se traduisent en général par de plus gros satellites qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont aussi beaucoup plus brillants, et qui en général font pleurer des larmes de sang à tous les astronomes. Écoute, c'est vrai qu'on a largement relayé effectivement les difficultés qu'il pouvait y avoir pour les astronomes à s'adapter à cette situation qui ne va faire probablement qu'empirer. On parle aussi de l'équivalent du côté de chez Amazon, Guillaume, Kuipers. Ouais, on reste dans le thème avec Amazon qui présente ses antennes qui vont servir à recevoir son propre service d'internet par satellite, hein, grâce à sa future constellation Kuiper, lancée par Blue Origin. On en a vu 3 de 3 tailles différentes. La moyenne fait 2,5 kg. Et on peut déjà gérer 400 mégabits par seconde de débit de données. Elle coûte $400. C'est un prix très compétitif. C'est l'offre utilisateur standard, hein, mais il y en a une plus petite qui passe 500 grammes et qui gère du 100 mégabits par seconde, qui sera encore moins cher, bien que le prix n'ait pas été spécifié. Donc elle pourra servir aussi pour de la surveillance, de l'Internet des objets au sens large, pour des applications mobilité, tout ça. Donc il y a une plus grosse antenne, enfin, qui est largement plus copieuse, qui fait 50 par 76 cm, qui elle supporte 1 gigabit de débit, gigabit par seconde de débit. Elle s'adresse clairement plus à des petites entreprises ou des administrations, voilà, quiconque a besoin d'une liaison un peu plus musclée, quoi. Donc c'est des antennes qui sont toutes équipées d'une puce Prometheus. Prometheus aussi, bah oui, comme chez Bing, hein, ça a la cote, hein, Prometheus en ce moment. Donc c'est une sorte de super modem, tout simplement, qui s'occupe un peu de tout, à la fois de la réception micro-ondes, du multiplexage, potentiellement des milliers de communications vers les clients, donc une belle pupuce, et des antennes qu'Amazon veut très accessibles, sur lesquelles les premiers clients pourraient poser leur petit doigt boudiné à vide. Fin 2024, hein, si les lancements se passent bien, donc il devrait lancer 3236 satellites pour rattraper SpaceX, hein, qui lui en a déjà 3750 en vol. La totalité de la flotte, par contre, ça va prendre 5 ans probablement à être déployé. Et le service, évidemment, va commencer à certains endroits bien plus tôt. Donc ça y est, SpaceX doit se préparer à avoir de la concurrence. Il est prêt, j'imagine. Bon, il a un tout petit peu d'avance, mais ça pourrait vite le rattraper. Guillaume, du côté de la NASA aussi, pour clore cette rubrique espace, tu voudrais nous parler de la stratégie qui vise à, quelque part, mettre une fin de vie à l'ISS et la remorquer quelque part aux bons endroits pour qu'elle termine dans de bonnes conditions. Ben oui, on clôture cette section avec une news qui me provoque une poignée de nostalgie, puisqu'on parle de la mort de l'ISS. Pas tout de suite, hein, mais ça se rapproche, hein, puisque ça serait pour 2030, ça se précise tellement que la NASA a demandé du pognon au Congrès pour construire un remorqueur spatial, afin de précipiter l'ISS à sa perte. Donc elle serait ramenée au-dessus du Pacifique pour se désagréger dans l'atmosphère. En soi, c'est normal, hein, il y a déjà assez de poubelles de là-haut pour qu'on puisse pas laisser se déliter comme ça un truc aussi gros sans rien faire. Donc dès 2024, il y a 180 millions qui seront alloués au projet remorqueur. Et pendant ce temps, évidemment, normalement, le programme Artemis devrait commencer la mise en orbite d'une nouvelle station spatiale, la station Passerelle. Sous-entendu Passerelle vers la Lune, c'est une nouvelle station qui sera en orbite autour de la Lune. Et autour de la Terre, il y aura la station spatiale chinoise, donc qui resterait, donc il y aurait ces stations-là, en 2030, il y aura donc ces stations-là, si tout va bien. Donc voilà, et l'ISS, c'était un symbole, tu vois, mais bon, apparemment, la nouvelle station spatiale internationale sera autour de la Lune, si tout va bien. Et autour de la Terre, il y aura une station chinoise dans laquelle il y a déjà pas mal d'expériences scientifiques internationales qui sont faites aussi, hein. Donc voilà, écoute, 2030, peut-être que l'ISS, qu'elle tombera, disons, peut-être qu'on va la pousser, tout simplement, au-dessus du Pacifique. Ah oui, c'est ça, oui. Et quelque part, c'est préférable qu'on la pousse à l'endroit où on veut plutôt que de la laisser faire n'importe quoi, bien évidemment.
Guillaume, on change de rubrique et on va terminer cet épisode de Tech Café avec des sujets un petit peu plus liés à notamment des réseaux sociaux, avec le retour d'un influenceur bien connu, c'est Donald Trump qui revient sur YouTube, Guillaume. Ben ouais, il est revenu sur YouTube, donc on peut pas considérer que ce soit une surprise, hein. Trump est désormais autorisé partout, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Il est candidat à la primaire républicaine, il a de bonnes chances de devenir d'ailleurs le poulain, si j'ose dire, de l'écurie rouge. Ça c'est un poulain. En tant que potentiel candidat à une présidentielle, son exclusion est intenable, hein, pour les plateformes, de toute façon, évidemment, c'est bien un candidat, qu'est-ce que tu veux faire. Donc Trump a néanmoins signé un contrat d'exclusivité avec son propre réseau social, hein, Truth. Selon Rolling Stone, cela dit, Trump va revenir sur Twitter et ne pas renouveler le contrat. Bon, c'est pas forcément très étonnant, même si, à la limite, il aurait dû renouveler ce truc-là en juin. Mais s'il est choisi par le parti, je parierais pas dessus, quoi. Je parierais pas qu'il re-signe encore un contrat d'exclusivité. Donc voilà, le Truth pourrait être bien vide si ça continue comme ça. Bon, soyons sérieux. Je pense que Trump va repartir comme en 40 pour 2024, sur un Twitter qui d'ailleurs sera peut-être aussi plus complaisant que jamais, donc j'ai déjà un début de migraine, rien qu'à l'idée. Voilà, mon Dieu. Quel panorama réjouissant qui s'annonce sur ces réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux sociaux sur lesquels il règne un panorama d'échange parfaitement agréable, on pourra parler un petit peu de TikTok qui, effectivement, en plus de sa créativité, amène aussi son lot de questions. Et d'ailleurs, des questions qui se multiplient. Moi, je me rappelle, Guillaume, d'une époque où on faisait des épisodes de Tech Café où, épisode après épisode, on n'allait pas trop comprendre ce qui allait advenir de TikTok. Il était question de démantèlement, de rachat par l'un, par l'autre. Les questions reviennent. Exactement, c'est toujours plus chaud pour TikTok aux États-Unis, alors que le FBI lance une enquête d'ailleurs sur son ex-employé qui aurait utilisé ses accès pour espionner 2 journalistes. L'administration Biden est en train de demander explicitement à TikTok de se séparer de sa maison mère ByteDance, et donc le but ce serait de faire exactement comme tu le dis sous Trump, ce dont on a parlé sous Trump. ByteDance devrait revendre TikTok, on présume une boîte américaine, ou bien risquer de se voir interdit dans le pays. Donc est-ce qu'on va enfin voir Oracle ou Salesforce racheter TikTok, après toutes ces années de n'importe quoi. Ces acteurs si bien implantés dans le monde des réseaux sociaux. N'est-ce pas ? Va savoir. Écoute, TikTok se défend comme il peut, puis là il envoie d'ailleurs des meutes d'influenceurs à Washington pour témoigner de leur détresse future en cas de bannissement de la plateforme. C'est logique après tout, ce sont des influenceurs. Bon, ils peuvent faire du lobbying finalement, c'est pas assez proche. Et bon, nettement plus positif, je mentionnais la semaine dernière que je voyais pas un cours de géométrie différentielle sur TikTok, et j'avais tort. Sans doute, oui, puisqu'ils viennent de mettre en place en plus un feed exprès pour les vidéos de sciences et technologies. C'est assez remarquable parce qu'il n'y a que 2 feeds jusqu'à maintenant, il y a ceux que tu suis et il y a les recos, et il y avoir un flux spécial STEM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc c'est quand même une belle mise en valeur, et écoute, je dis bravo, absolument, tout à fait. Et donc Guillaume va se retrouver très bientôt sur TikTok avec son compte pour nous apporter son expertise, je me réjouis. Par avance, on termine, Guillaume, cet épisode de Supplément Tech Café. Tu vas nous emmener sur Crunchyroll, c'est vrai. Oui, en fait, je comptais faire ça sur l'épisode principal, mais on n'a évidemment pas du tout eu le temps. Donc oui, c'est le moment où je raconte ma life pour faire une recommandation série/jeu vidéo. Parce qu'en ce moment, je regarde l'animé Nier Automata. Donc Nier Automata, un gros fandom, le jeu Nier Automata et tout ça, c'est un jeu qu'on peut qualifier de culte, je pense. Donc il mélange beaucoup de styles de gameplay, c'est à la fois un beat 'em up, un shoot 'em up, un open world, un RPG, il y a beaucoup de narration aussi, une structure qui reprend aussi la notion de boucle du shoot 'em up. D'ailleurs, je l'ai pas fini assez de fois parce qu'il y a plein de fins différentes. Bref. Il est sorti en 2017. J'y ai joué donc dans ces eaux-là, en 2017. Pas tout de suite, donc peut-être en 2018, mais bon, voilà. 2018 sans doute. Ce détail a son importance. Nier se place dans un futur lointain où des extraterrestres ont chassé les humains de la Terre avec leurs robots. Bon, les humains sont affichés sur la Lune, et ils envoient des androïdes se battre pour eux sur Terre. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit au début. Donc il y a 2 héros principaux qui sont 2B, donc 2B, 2B, et 9S. Et ce sont des androïdes, donc ils sont très très humanisés. Par contre, vraiment, évidemment, je pense que tous les amateurs savent bien à quoi ressemble 2B, même sans avoir joué au jeu, parce que on va dire que son caractère design est assez attrayant. 2B, c'est l'androïde fille, donc, qui est évidemment très connu, on va dire, dans le milieu du cosplay aussi. Bref, dans le jeu, globalement, on croise 2 types de robots. Les humanoïdes, comme 2B et 9S, et les robots ennemis, entre guillemets,
qui ont des formes très rétro-futuristes. C'est des petits robots qui sont finalement assez mignons, avec des têtes toutes rondes. Et en plus d'avoir un gameplay très varié, le jeu a aussi une esthétique très travaillée et une histoire complexe qui est bourrée de moments troublants. Par exemple, les robots qu'on combat, parfois ils t'attaquent pas, et parfois ils sont totalement pacifiques, et ils ont des comportements bizarres. Parfois ils imitent des comportements humains de manière très mécanique. Donc ils font semblant de lire en boucle, de lire toujours le même truc en boucle, de se tenir la main, de bercer des bébés comme ça en boucle éternellement. Oh. Parfois même de faire l'amour, voilà, t'as 2 robots qui se sautent dessus. Et c'est assez étrange. Et en fait, tous ces robots ont des comportements qui sont plus ou moins mécaniques et plus ou moins humanisés. Il y en a même un qui s'appelle Pascal, qui a fondé un village de robots pacifiques dans lequel certains prennent des comportements mécanoïdes et aussi humanoïdes. Ils jouent, ils se mettent des nœuds dans les cheveux, et tu sais jamais trop s'ils imitent ou s'il y a quelque chose de plus. Donc j'ai joué à Nier en 2018, c'est-à-dire avant l'apparition dans le grand public des modèles de langage. GPT-2 est arrivé en 2019. Donc en 2018, à cette époque, il était impensable de demander à un ordinateur de composer un poème sur les pommes de terre. C'est pas possible, c'était juste impensable. Les carottes, non. Et les carottes, pareil. Effectivement. Et à cette époque, j'étais assez enclin à humaniser les robots. Je leur accordais assez facilement quelque chose en plus. Tu vois, j'avais une certaine empathie, même pour ceux qui imitaient de la manière la plus mécanique nos comportements à nous. Et en ce moment... Je me rappelle que tu avais expliqué ça autour des robots chiens, d'ailleurs, même. Ah, mais oui, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai qu'il y avait une empathie assez simple. Et en ce moment, donc maintenant, là, tout de suite, je regarde l'animé Nier Automata. Et cet animé, bon, il adapte le jeu et il suit globalement la trame du jeu, de l'histoire du jeu. Donc on y retrouve tous les éléments, évidemment, y compris les mignons petits robots. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 2023 et que le monde a beaucoup, beaucoup changé, de bien des façons, hein. Et aujourd'hui, il existe vraiment des machines qui imitent des choses aussi humaines qu'écrire de la poésie, ou avec qui tu peux discuter comme un vieux pote. Et du coup, les imitations des robots de l'animé, quand je les revois, ça m'apparaît un jour différent d'il y a 5 ans. Parce que j'ai moins d'empathie pour les robots qui font semblant de lire. Des robots qui font semblant de jouer à la marelle. En tout cas, qui jouent à la marelle, mais est-ce qu'ils jouent à la marelle ? Est-ce qu'ils font semblant de jouer à la marelle ? Est-ce qu'ils se Et tu penses que c'est l'évolution de la technologie et de ce qu'on relaie dans Tech Café et ta perception de tout ça qui a influencé? Mais complètement, parce que quand tu voyais un robot jouer à la marelle, jouer à imiter un mariage, aller à l'opéra, tu vois, les amis de Pascal, ils agissent comme nous souvent. C'est des petits robots qui font comme si c'était des enfants, qui se chamaillent des petits objets, etc. À l'époque, c'était facile de se dire, mais en fait, il y a peut-être quelque chose derrière, tu vois. Mais aujourd'hui, est-ce que ce sont des singes stochastiques ? Comme on a des perroquets stochastiques, est-ce que ces robots sont des singes stochastiques ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'ils font semblant juste de lire ? Est-ce qu'ils font semblant ? Est-ce que c'est juste la superficialité, juste l'appareil, tu vois, l'apparence de lire, de jouer à la marelle, d'aller à l'opéra, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Aujourd'hui, oui, je doute plus, parce que je sais maintenant à quel point une machine peut imiter de manière convaincante quelque chose que fait un être humain, sans qu'il y ait rien d'autre derrière. Je sais que maintenant, il y a juste de la pure imitation superficielle, même pour des comportements complexes. Parce que je peux expérimenter n'importe quand cette imitation pure, creuse. Il suffit que j'aille sur ChatGPT, hein, c'est facile. Et donc, un des sujets de l'animé, c'est aussi d'avoir tout un spectre d'humanisation. Entre les robots qui sont plus ou moins évolués, donc ces robots, ou Pascal, qui est évidemment encore beaucoup plus évolué, mais lui aussi, tu sais pas, et 2B et 9S, qui sont beaucoup plus humanoïdes, et 9S même qui n'est pas le dernier pour la déconne, parce qu'il y a un petit peu d'humour aussi dans tout ça, et tous les potes de l'IORA, donc c'est la force armée Android. Bon ben voilà, j'ai été étonné de voir à quel point l'actualité influe sur ma perception de l'histoire. Il faut dire qu'elle renforce pas mal, hein, l'actualité, cette thématique sur la nature de l'humanité. C'est-à-dire à quel moment une imitation parfaite devient plus que ça ? Peut-elle devenir plus que ça ? Tu vois, comment tu fais la différence ? Tu vois, donc la question finale, bien entendu, c'est to be or not to be. Oh, forcément, c'est une très belle question. Et tu sais que c'est quelque chose qui m'a un petit peu brûlé les lèvres quand on échangeait sur ces thématiques-là avec Pierre-Olivier Dibman dans le précédent épisode et dans la réalité, il y a quelques dizaines de minutes de cela, à peine. C'est à quel moment est-ce que une imitation complète n'est pas
je veux dire, tu continues dans ton discours et dans ta présentation des choses à dire ce ne sont que des imitations. À partir du moment où une imitation est très convaincante, est-ce que ça ne fait pas, que ça ne remplace pas quelque part une conscience? Alors, attention, hein, je tords beaucoup le sujet et je veux pas qu'on tombe dans Philo Café pour cette fin de semaine, mais dans quelle mesure est-ce qu'une imitation... Ça devient compliqué, on aborde trop de thématiques, mais dans quelle mesure est-ce qu'une imitation très poussée n'est pas quelque part une action plus qu'une simple imitation? Tu vois ce que je... c'est essentiellement le propos de l'animé, pour être honnête. C'est vraiment merde, c'est il va falloir que tu regardes. C'est le propos de je l'animé, manquais justement de contenu à regarder, c'est génial, j'avais trop de temps. Le truc, si tu veux, c'est que on n'en est clairement pas là. Je pense qu'on peut vraiment dire qu'on n'en est pas là. Ce dont il faut se méfier actuellement, c'est qu'on a déjà des perroquets stochastiques qui sont incroyablement convaincants, mais qui ne sont que des perroquets stochastiques. Et on peut très facilement décortiquer leur algorithme, on peut très facilement d'ailleurs les faire dérailler, et tout ça, évidemment, ça met en garde. À quel moment on pourra confondre la carte et le territoire ? Ça, c'est une question qui est très philosophique, vraiment. C'est une question qu'on n'a pas encore à se poser, heureusement. Je pensais pas que j'aurais à la poser de mon vivant, pour être tout à fait honnête. Moi, je suis en train de me demander si ça risque pas d'arriver, pourtant. Tu vois, donc ça y est, tu l'as dit, le 21 mars 2023. Non, à partir du moment où il y a un type comme Blake Lemoine, dont on a largement relayé l'histoire, qui était lui évidemment empreint d'une forme d'ésotérisme et d'un passé qui a beaucoup influencé les choses, mais a permis de soulever le sujet dans cette portée-là. Donc on rappelle, c'est lui qui s'est fait renvoyer par Google. Il disait que son intelligence artificielle était douée de conscience parce qu'il était justement amené à challenger l'intelligence artificielle dans le cadre de conversation notamment. À partir du moment où lui, probablement intimement, en est convaincu, qu'il ait tort ou pas, à partir du moment où il commence à évoquer ce genre de choses et que ça puisse avoir autant de place dans l'entreprise, mais aussi dans les médias tech tels que les podcasts, est-ce qu'on n'est pas dans des premières approches qui permettent de se poser la question? Non, on se pose. Alors, on peut se poser la question si on a envie de se poser la question, mais très honnêtement, on peut se poser la question pour le futur. Oui, pour un futur probablement assez lointain quand même. Enfin, en tout cas, pas l'année prochaine, quoi. Mais il faut se souvenir de cette métaphore du miroir. Je veux dire, encore une fois, tout ce que fait ChatGPT, c'est nous renvoyer ce qu'il a lu de nous, ce qu'il a vu de nous, et les statistiques qu'il a vues de nous. C'est tout. Il ne fait absolument rien de plus. C'est-à-dire qu'il aligne les mots, parce que ces mots, qui sont pour lui des symboles abstraits, ont une probabilité de se trouver là avant, après avoir eu toute une autre série de symboles. C'est tout. Je veux dire, ChatGPT, c'est une machine statistique. Et d'ailleurs, en soi, parce que c'est une machine statistique comme elle est, c'est une machine qui génère finalement très peu d'informations. Quand elle génère du texte, elle génère très peu d'informations. Ah putain, je voulais pas parler de ça maintenant, mais... Je savais que ça arriverait. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est pas le fonctionnement de l'être humain, tu vois? Volontairement, t'as compris que je me fais l'avocat du diable sur cette histoire. Mais bon. Attends, je vais préciser quand même ce que je veux dire quand je dis que ChatGPT ne produit que très peu d'informations. En théorie de l'information, ce qui fait l'information, c'est la probabilité, c'est la surprise. Si je te donne un message et que ce message c'est « demain, le soleil va se lever », bon, tu vas me dire « ouais, ce message contient 0 information ». Tout simplement parce qu'il est certain que demain, le soleil va se lever. Une information, donc une opportunité certaine, si tu prévois quelque chose qui est certain, ça ne contient aucune information. Maintenant, si je te donne un message et que ce message c'est « demain, Emmanuel Macron va épouser Kim Kardashian », ça, c'est inattendu. Merde. Tu vois, c'est vraiment inattendu. Ça, c'est un message qui contient beaucoup d'informations. Bon, voilà. Bon. Or, donc ça veut dire qu'un message qui est très prévisible contient très peu d'informations. C'est simple, c'est très intuitif. Or, que fait ChatGPT? Que font les modèles de langage? Les modèles de langage, ils regardent le prompt et ils évaluent quel est le mot qui a la plus forte probabilité d'arriver à le prompt. Ils le mettent là. Et ensuite, ils avancent et ils disent quel est le mot qui a la plus forte probabilité d'arriver après ces mots-là, et ils le mettent, etc., etc., etc. Donc ça veut dire qu'en fait, ils rajoutent des mots qui sont des mots probables. Quand tu rajoutes des mots probables, mathématiquement, tu ne rajoutes que très peu d'informations au message. Tu vois ce que je veux dire ? Pour ça que, par défaut,
Un modèle de langage est peu créatif. Il est peu créatif parce qu'il rajoute des mots probables et que si tu rajoutes des mots probables, tu rajoutes assez peu de surprises au message. Et si tu rajoutes peu de surprises au message, tu as une quantité d'informations faible. Évidemment, ça dépend de la température parce que c'est directement lié justement au fait que tu vas... Alors, c'est lié à plusieurs paramètres, mais la température, c'est effectivement à quel point tu vas choisir les mots plus ou moins probables, et puis après, tu peux avoir une liste de mots plus ou moins grande, évidemment, par lesquels choisir. Bon, évidemment, il y a des moyens de rendre les choses plus créatives, mais si tu veux, par défaut, ce que fait un modèle de langage, c'est choisir des mots probables. Et donc, quand tu choisis des mots probables, tu obtiens un texte qui, finalement, est relativement vide. C'est ça. Est-ce que l'être humain typique, c'est pas comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui? L'être humain typique, l'être humain ou les animaux, c'est en partie comme ça qu'ils fonctionnent. C'est en partie comme ça qu'ils fonctionnent, parce qu'effectivement, ils ont une théorie, si tu veux, de l'extérieur, et cette théorie de l'extérieur, c'est une théorie de prévisibilité, c'est-à-dire que les animaux comme les humains, ils veulent pouvoir prévoir ce qui va se passer autour d'eux, parce que sinon ils meurent. Exactement, ça a une logique, évidemment. Donc oui, c'est vrai que ça fonctionne un peu, si tu veux, un peu comme ça. Mais ça fonctionne comme ça sur des échelles qui sont complètement différentes aussi. Ça fonctionne comme ça sur des univers qui sont beaucoup plus riches que juste du texte. Ça fonctionne comme ça en permanence. Ça réagit. Enfin, je veux dire, un moteur de... se demander si un modèle de langage est conscient, ça n'a pas de sens. Un modèle de langage ne fonctionne pas si tu ne lui envoies hors du fait de analyser ton prompt et revenir le truc. Si tu lui parles pas, il ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas d'état interne. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de conscience puisque il est factuellement arrêté quand tu ne lui parles pas. Donc c'est... je sais pas, mais bon, enfin voilà. Moi, je suis très convaincu de la thèse, Guillaume, et je me la suis appropriée. Je me fais l'effort de challenger le sujet pour me dire, moi, de mon côté, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait manquer ? Tu vois, je me fais aussi cet exercice rhétorique-là. Tu comprends bien que ma démarche, évidemment, c'est celle de l'avocat du diable, quelque part, plus que d'un véritable questionnement. Mais dans le fond, le sujet est malgré tout très intéressant, et on sent qu'on touche limite à, encore une fois, sans caricaturer, à des aspects qui pourraient être... géré par de la philosophie plus que désormais par de la technologie, je trouve, même si évidemment la compréhension technologique du sujet est essentielle pour mettre des garde-fous et pas aller dans des interprétations justement comme Blake Lemoine qui sont limite ésotériques. Bon. Merci infiniment, Guillaume, pour cet animé, pour la mise en perspective de cet animé et tout ce qu'il représente avec ton témoignage et ton regard autour de ce sujet. Merci évidemment pour toute la préparation de cet épisode supplément. On vous libère pour cette semaine de Tech Café. On espère quand même que vous avez passé des bons moments, que vous avez appris des choses, que vous avez été divertis. Si vous avez apprécié ces discussions, ces échanges et évidemment l'ensemble des infos qui vous sont partagées, surtout, faites-le nous savoir. Ça peut être sur techcafé.fr dans commentaire qui accompagne l'article accompagnant la parution de ces épisodes. Vous pouvez également déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Et puis, si l'envie vous en prend et si vous le souhaitez et si c'est possible pour vous, bien entendu, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous pourrez contribuer à la hauteur de quelques euros par mois pour financer l'émission et bénéficier en contrepartie de quelques avantages que je vous laisse découvrir à tête reposée. Vous pouvez également nous joindre à titre individuel. Guillaume, ne me dis pas qu'on va te retrouver sur Crunchyroll en train de regarder le prochain épisode de Nier Automata. Dis-nous plutôt vraiment où on peut te retrouver. Écoute, je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé cette semaine, pour être honnête. En plus, je vais avoir Jokovici qui va venir me gonfler, là, je sens. Il va venir sur le podcast, il va me taper, tu vois. Pas un mort par irradiation. Mais bon, non, mais je veux dire, même si je suis pas sur Crunchyroll, enfin si, j'y serai pour continuer, parce que en fait, la série n'est pas terminée, donc voilà. Elle est en cours de diffusion, c'est ce que j'ai compris. Exactement. Donc oui, au passage, je l'ai même pas vraiment dit, mais la série est cool. Elle est bien foutue, tout ça, donc... au-delà de ça. Au-delà de ça, je la recommande. Et je me rends compte que j'ai pas joué à Nier Replicant, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous de ma vie ? Eh ben voilà, on sait où on va te retrouver, Guillaume. Oui. Très bien, merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.